Chers amis, merci d'être restés jusque-là. Merci à nos amis qui sont venus de loin et de moins loin, comme en Espagne, pour être avec nous ce soir. Si vous avez passé, comme moi, la journée à écouter toutes les conférences aujourd'hui, vous êtes sans doute, ou j'espère, que vous avez en vous un sentiment d'optimisme et d'enthousiasme sur ce qui peut être fait. 34 projets Randomized Control Trial, 300 millions d'euros, 30 meetings en une semaine. Comment la vie pourrait être plus belle que ça? Et si vous n'avez pas été plongé dans le monde des randomized control trials, dans le monde de l'expérimentation, de la politique publique depuis 20 ans, comme nous l'avons été à JPAL, vous pouvez peut-être penser que c'est l'état normal des choses. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous remettre un peu en arrière. Pensez, si j'avais mis une musique vidéo, ça aurait pu être Nirvana ou Whitney Houston. Placez-vous vers la fin des années 90, une période musicale, à mon point de vue, décevante, et une période... mais mettez-vous dans cet état d'esprit pour penser pourquoi JPAL a été créé, à quel problème on essaie de répondre en créant cette institution. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ensuite, je vais skipper 20 ans, dont Abhijit parlera demain matin, et je parlerai juste 1 minute ou 2 des 10 prochaines années. Mais remettons-nous donc en circa 1999, 2000, 2001, 2002, la genèse de JPAL. C'est une phrase que j'ai trouvée à peu près à ce moment-là, une phrase de Franklin Delano Roosevelt. The country, le pays a besoin, et sauf si je me trompe sur son tempérament, le pays demande une expérimentation courageuse et persistante. Il est de bon sens commun de prendre une méthode et de l'essayer. Si ça réussit, admets-le et essaye autre chose. Mais quoi qu'il arrive, essaye quelque chose. Évidemment, il écrit en 1932, une période de crise, une période où les gens sont inquiets à juste titre. Étonnamment, c'est quelque chose que qu'on entend souvent ces jours-ci, ces années-ci, que ça rappelle un petit peu les crises multipliées que nous vivons, rappelle un petit peu cette période-là. Donc il se bon de se mettre dans cet état d'esprit de Roosevelt, qui était un petit peu le nôtre à ce moment-là. Donc la lutte contre la pauvreté, c'est une réponse à une crise permanente. D'abord parce que les problèmes sont sérieux, les problèmes sont vitaux, ce sont des problèmes de survie souvent, ou de bonne vie en tout cas. Et puis ils n'arrêtent pas de changer, le contexte change, les problèmes changent. C'était vrai en 2000, ça l'est aujourd'hui aussi, les nouveaux problèmes cessent d'arriver. Et la politique économique a besoin d'imagination, alors qu'elle en manque souvent. Souvent, les hommes et les femmes politiques voudraient pouvoir résoudre tous les problèmes d'un coup, voudraient pouvoir éliminer le problème de la pauvreté, résoudre le problème du climat, ce serait aujourd'hui, avec une action bien pensée, que ce soit exemple des années 2000, le microcrédit, ou exemple de plus tôt avant, renverser le capitalisme, ou un peu au milieu, la globalisation. Chacune de ces solutions étant censée résoudre tout le problème d'un coup. Donc c'était la première partie du constat, c'est que clairement ces solutions nous paraissaient à l'emporte-pièce, pas du tout fondées sur des preuves ou sur même des débuts de preuves qu'aucune de ces solutions individuellement pouvait résoudre tout le problème. Et qu'il fallait au contraire mettre les choses à plat de manière beaucoup plus systématique, de manière beaucoup plus patiente, problème par problème, et que les économistes, pas seulement les économistes bien sûr, mais les économistes parmi d'autres, pouvaient apporter une contribution à un processus d'expérimentation créative
en posant ou en aidant à poser des questions plus précises que celles qui étaient posées. Donc, par exemple, pas l'éducation est importante, mais, quand on l'a pris aujourd'hui, comment faire que les enfants à l'école puissent avoir confiance dans leur propre capacité de progresser et d'apprendre. Une question beaucoup plus précise. Quel curriculum permet de le faire? Et ces questions précises ont l'avantage d'admettre des réponses précises, donc d'admettre la possibilité de trouver des solutions nouvelles qui émergent le plus souvent du terrain, ou parfois même qui peuvent être suggérées par des chercheurs, et aussi, bien sûr, en évaluant rigoureusement par des recherches scientifiques. Donc c'était ça notre constat, tout début des années 2000. Alors, là aussi, j'ai vraiment l'impression de revenir peut-être 20 ans en arrière pour reposer les bases qui sont peut-être complètement familières à la fin d'une journée, mais il est prudent de remettre les choses à plat, et de toute façon, ça nous remettra dans la nostalgie de cette époque. Qu'est-ce que c'est qu'évaluer, en fait? Quand on parle d'impact, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui dans une des coffee breaks qui disait, quand on parle d'impact, tout le monde a une idée différente que ça signifie que l'impact. Donc je vais redire ce que nous, on considère comme étant l'impact. D'abord, pourquoi est-il nécessaire d'évaluer l'impact? Quand quelqu'un met une nouvelle voiture sur le marché, la question d'évaluer l'impact de cette voiture ne se pose pas. Parce que si la voiture n'est pas une bonne voiture, personne ne va acheter la voiture, et donc ça va être très clair très rapidement que la voiture n'est pas une bonne voiture. Donc dans le domaine, disons, du business, il y a un test de marché automatique qui fait que les mauvais projets disparaissent d'eux-mêmes au bout d'un moment, parfois trop long, mais enfin finissent toujours par disparaître, alors que les bons projets s'étendent. Mais les politiques sociales interviennent précisément au moment où le marché est insuffisant. Donc les bénéficiaires n'ont pas le choix, ils doivent prendre ce qu'on leur donne, même si la qualité est très faible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, presque tous les enfants du monde vont à l'école, même si la qualité de ce qui leur est proposé à l'école est souvent tellement faible qu'ils peuvent passer plusieurs années à l'école, que ce soit en Inde, dans plusieurs pays d'Afrique, sans avoir appris grand-chose, et que même dans un pays riche comme la France, on se rend bien compte, et on l'a vu aujourd'hui dans la session de l'éducation, qu'il y a d'énormes progrès à faire. Mais les gens n'ont pas vraiment le choix, de toute façon, c'est ça, ou finalement ils finissent par voter avec leurs pieds et aller à l'école privée. Mais là, il faut vraiment que les choses soient d'une qualité terrible pour qu'ils abandonnent ce qui leur est donné gratuitement pour aller dans le privé. Donc on espère pouvoir intervenir avant ce cas. Donc dans ce cas-là, dans cette situation, il n'y a aucune garantie qu'une politique, qu'une intervention ait un impact positif, c'est-à-dire fasse une différence. Alors, comment s'en garantir? D'abord, il faut s'assurer qu'on ait fait ce qu'on avait prévu de faire. Donc ça, c'est l'évaluation de processus, les audits. Est-ce que l'argent a été dépensé comme prévu? Est-ce que les manuels scolaires ont été envoyés dans les écoles? Et ensuite, bien sûr, l'évaluation d'impact. Est-ce que le programme a permis les résultats escomptés? Et c'est cette évaluation d'impact qui, vers la fin des années 90, au début des années 2000, était un peu l'arlésienne des programmes sociaux, que ce soit dans les institutions multilatérales d'aide, dans les pays développés ou dans les pays en développement. Tellement souvent une arlésienne qu'il y avait un rapport qu'Abhijit aime à citer, c'était un manuel de bonnes pratiques en développement, qui cite un projet de kiosque informatique dans les villages, qui montre toutes les difficultés que ce projet a eues, et a expliqué que personne ne s'en est vraiment servi parce que très rapidement les ordinateurs n'ont plus marché, et qui conclut par la phrase « Étant donné le succès de ce programme, il a été étendu ». Donc c'est vraiment l'idée que l'évaluation d'impact était complètement là pour simplement pour cocher une case. Donc pourquoi les gens ne faisaient pas d'évaluation d'impact? Pourquoi les organisations ne faisaient pas d'évaluation d'impact? Pas parce qu'elles avaient une mauvaise volonté, pas parce que je suis absolument convaincue que la plupart des gens voulaient absolument savoir, auraient voulu savoir l'effet de ce qu'ils faisaient. Mais l'évaluation d'impact, c'est difficile, parce qu'on veut comparer la situation de ceux qui sont exposés à un programme à la situation qu'ils auraient vécue s'ils n'y avaient pas été exposés,
l'usage même du conditionnel nous rappelle que c'est difficile, parce que le conditionnel, c'est ce qu'on n'observe pas dans le présent. Donc soit on a des gens qui ont été exposés à une politique A, soit ils ont été exposés à une politique B, mais on n'a jamais les deux personnes en même temps dans le même état similairement. Donc la difficulté constitue à se constituer un groupe de contrôle adéquat. Par exemple, prends un exemple sur l'éducation que je vais suivre un petit peu aujourd'hui. C'est presque une idée reçue que l'éducation est la clé de toutes les bonnes choses dans la vie, le salaire, le travail, l'implication politique, le bien-être des enfants, etc. Mais comment en être sûr ? Parce que quand on compare les enfants par exemple, je vais parler d'un projet au Ghana, qui sont allés à l'éducation secondaire, au lycée, qui ont pu aller au lycée, c'est déjà des enfants qui ont été sélectionnés pour être suffisamment bons pour aller au lycée, et ensuite dont les parents ont pu payer leurs écoles. Donc ces enfants ont déjà beaucoup plus de chances dans la vie de réussir, et donc on peut s'attendre à ce que leur vie soit, qu'ils gagnent plus d'argent, et qu'il y ait moins d'enfants qui soient en meilleure santé, etc. C'est peut-être à cause de l'école, ou peut-être pas. Donc on ne peut pas simplement comparer les enfants éduqués avec les enfants qui le sont moins, parce que pour savoir les effets de l'éducation, et en particulier pour pouvoir recommander au ministre de dépenser ces budgets très limités sur, par exemple, la gratuité de l'éducation secondaire. Donc, comment résoudre le problème de l'éducation ? Donc, pareil, en fin des années 90, début des années 2000, l'économétrie traditionnelle utilise des techniques statistiques comme de régression, matching. Depuis, on a rajouté le machine learning à ces outils pour contrôler pour toutes les variables qui semblent indiquer une différence entre le groupe test, le groupe éduqué, par exemple, et le groupe de contrôle. La difficulté, c'est que nous ne sommes jamais certains d'avoir pris en compte toutes les variables qui manquent. Et c'est vrai aussi dans le cas du machine learning, parce qu'il y a les variables qui sont dans la base de données, et puis peut-être qu'il n'y a pas la variable la plus importante, qui est celle, par exemple, qui pourrait être, dans le cas de l'éducation, de la motivation des parents ou des enfants, ou de choses qu'on n'observe pas. Si ce n'est pas dans la database, on peut utiliser toutes les méthodes les plus modernes du monde, on ne peut pas inventer des variables qui ne sont pas là. On avait aussi les expériences naturelles qui exploitent des situations où les groupes sont, grâce au hasard, strictement comparables, méthode que j'ai employée dans beaucoup de mes recherches et qui a été récompensée par le prix Nobel très récemment. Mais ces situations d'expérience naturelle sont formidables, mais elles existent parfois et parfois non. Donc si on s'y tient, c'est un peu comme chercher ses clés sous le lampadaire. Il y a de la lumière là, donc on cherche là, mais ce n'est pas forcément là qu'il y a la solution. D'où l'évaluation aléatoire, où avant le début du programme, on choisit aléatoirement parmi un groupe de bénéficiaires potentiels, un échantillon de participation. Maintenant, les groupes sont strictement comparables. Ce dont nous nous sommes rendus compte à cette époque, à la fin des années 90, début des années 2000, c'est que c'était possible. Ce n'était pas juste quelque chose qu'on pouvait mettre en introduction de ces papiers en se disant « Ah, dans un monde idéal, c'est ce qu'on ferait ». Ce qu'on s'est rendu compte à cette époque-là, il y a à peu près 20 ans, 25 ans, c'est qu'en fait, ça peut se faire. Et ça peut se faire dans des cas pilotes, quand le budget est limité, quand un programme est en phase d'expansion, ou parfois parce que c'est simplement la manière la plus juste de faire les choses. Et on a vu des exemples aujourd'hui où c'était fait de cette manière-là. Les groupes, dès qu'on peut randomiser, les groupes sont strictement comparables, et maintenant, on peut déterminer l'impact d'un programme en comparant les résultats du groupe test à ceux du groupe de contrôle. Et donc, c'est ce que nous avons commencé à faire, d'abord individuellement. Je vous donne un exemple de ça qui est le plus vieux que j'ai pu trouver, qui est encore en cours, qui est de 2008, un projet qui a commencé en 2008 avec Pascaline Dupin, Michael Kramer, Lise Pelke et Mark Walsh, où, sur cette question d'éducation, nous avons choisi au hasard des jeunes qui avaient obtenu une place dans le secondaire, mais n'avaient pas pu y aller pour des raisons financières. Et nous les avons choisis au hasard et nous les avons suivis depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui montre parfois la difficulté d'avoir vraiment sa réponse. Il faut non seulement randomiser, mais aussi être patient. Et les résultats dans ce cas-là sont beaucoup plus subtils qu'on aurait pu le penser. Les résultats sur le marché du travail sont plutôt très décevants. Ils mettent beaucoup de temps avant de se réaliser. Les jeunes attendent longtemps, restent plutôt au chômage. Ils espèrent un job au gouvernement. Les filles finissent par en avoir, mais ça leur prend quand même du temps. Et donc, en fait, en termes de marché du travail, ce n'est pas clair que ce soit vraiment un succès.
En revanche, l'éducation des filles, et seulement celle des filles, conduit à des gains sur la fertilité, qu'on mesure en comparant les filles traitement avec les filles qui ne reçoivent pas la bourse, une réduction de la mortalité infantile et des gains cognitifs pour les enfants. Donc les résultats qui n'étaient peut-être pas tous ce qu'on attendait, bien que cette partie-là est définitivement ce qu'on attendait. J'ai été bercée par cette berceuse, donc parfois c'est sympathique de voir que c'est ce qu'on pensait qui se produit. Mais certainement, les effets sur le marché du travail sont décevants. Donc, on a beaucoup aujourd'hui parlé de l'économiste comme plombier. Revenant dans les multiples tops de mon œuvre complète, je suis à peu près convaincue que la première fois que j'ai utilisé cette expression, c'est ici, lors de ma première conférence inaugurale dans la chaire temporaire que j'avais à cette époque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, personne n'a repris l'expression. Il n'y avait pas de ministre Le Maire pour dire, comme Esther Duflo, je vais être un plombier. À cette époque, les économistes se voyaient plutôt en physiciens, enviaient plutôt les physiciens. Comme eux, des économistes voudraient se trouver capables de découvrir les lois qui font tourner le monde. Ça me paraît une erreur, comme à Samuel Bentolila, parce que les modèles en économie n'ont pas le même rôle. Un économiste fait abstraction des détails qui pourraient être importants parce qu'il essaye de suivre une logique particulière, mais cette abstraction peut le mener à oublier des détails très importants. Et il faut garder ça dans la tête, parce qu'après, il faut revenir sur est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose dans notre analyse. Tandis qu'un physicien a vraiment l'objectif de modéliser le réel dans sa complexité. Et aujourd'hui, les économistes, on l'a vu avec le panel qu'on vient juste d'avoir, ont de plus en plus l'occasion d'intervenir dans le détail des politiques publiques, donc ne peuvent pas se permettre d'ignorer les détails. Si vous intervenez dans le réel, vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les détails qui sont importants et qui, s'ils sont négligés, changeront le résultat de la politique, potentiellement d'une réussite à un échec. Ce qui demande d'adopter cette attitude de plombier, c'est-à-dire cette attitude de « je fais au mieux avec les connaissances que j'ai ». Ce n'est pas ignorer la connaissance, c'est faire au mieux avec la connaissance qu'on a, mais garder en tête qu'on s'est peut-être trompé et qu'il faudra revenir en arrière et réessayer autre chose. À nouveau, il y a 1999, 2000, cette attitude de plombier n'était pas particulièrement populaire dans la profession économique. De toute façon, le terme n'existait pas encore. Je pense qu'il y a 20 ans, il fallait une certaine dose de folie pour mettre les mains dans le cambouis et se lancer dans des expériences de terrain et se laisser changer sa vie, comme Bruno et Samuel, et un tout petit peu avant eux, moi-même ou Abidji. Quand je pense que ça fait 2 ou 3 ans que je travaillais, j'ai eu 2 conversations intéressantes, une avec un économiste de développement que je ne nommerai pas, qui me dit « Mais pourquoi tu passes ton temps à aller sur le terrain ? Il y a des bases de données, tu devrais les utiliser, ça va beaucoup plus vite pour écrire des papiers. » Et un deuxième qui m'a emmené dîner après un séminaire, en général on va en groupe, mais là il m'a emmené juste moi, entre 4 yeux, il me dit « Tu sais, c'est intéressant ce que tu fais, mais tu ne vas jamais avoir la tenure si tu continues comme ça. » Je dis oui, merci. Il se trouve que je venais d'avoir la tenure, mais qu'il ne le savait pas encore, donc je ne suis pas rentrée dans la conversation. Mais c'est pour dire qu'à l'époque, il y avait encore, c'était encore un peu, peut-être pas aussi accepté qu'aujourd'hui. Et de même, dans la politique publique, les plombiers n'étaient pas suffisamment nombreux. Les détails de la mise en œuvre de la politique publique sont souvent laissés aux autres. Un ministre aime réfléchir aux grandes orientations, mais ne se penche pas forcément sur les détails, ça manque un peu de cachet. Il y a une certaine arrogance du politique qui pense pouvoir vouloir que les choses se passent comme il imagine qu'elles devraient se passer. Qu'on voit par exemple dans les livres de James Scott, Seeing Like the State. Et le ministre Le Maire l'a rappelé en citant cet exemple du Veolia au Maroc, mais ce n'est pas seulement un problème de pays pauvres, c'est tout aussi un problème que nous rencontrons dans nos pays. Claire Hédon, la défenseure des droits, parle avec éloquence de ceux qui ont perdu l'accès aux droits du fait de la digitalisation, pas, je pense, à cause de la mauvaise volonté de qui que ce soit, mais simplement parce qu'on n'a pas réfléchi ce que signifiait la digitalisation en période de Covid en particulier, pour une population qui est déjà extrêmement fragile.
Et donc c'est vraiment une question de plomberie, mais une question de plomberie qui a été ignorée et qui a des résultats réels et profonds sur la vie des gens. J'ai entendu, il y a un livre récent de Jennifer Palka qui a l'air très intéressant, je l'ai juste entendu en parler, qui s'appelle Recoding America, qui décrit, qui est un petit peu comme Milagro, quelqu'un qui vient de la tech et qui s'est reconverti à la politique publique. Et elle décrit avec éloquence la débâcle de la mise en œuvre de Obamacare, le système d'assurance santé, et en pratique, pour des raisons de plomberie, pour des raisons de contrat, pour des raisons de choix d'implémenteurs, etc. Donc il est bon de se rappeler qu'on trouve ces problèmes partout, mais on les trouve évidemment aussi dans les pays en développement. Mais bien sûr, il y a des exceptions, c'est ça qui est important. Vous en avez entendu plusieurs magnifiques aujourd'hui, vous en entendrez d'autres demain. Ces exceptions, ces hommes et ces femmes politiques, on les trouve à tous les niveaux. On les trouve chez les ministres. Vous avez entendu 3 ministres aujourd'hui, je crois, pour vous en convaincre. On les trouve chez les hauts fonctionnaires, on les trouve chez les fonctionnaires locaux, on les trouve sur le terrain, on les trouve dans les ONG. Des gens qui sont passionnés par l'idée de bien faire leur travail et d'arriver au résultat auquel ils veulent arriver, sans préjugés particuliers sur la meilleure façon d'y arriver. Et de nombreux jeunes viennent à l'économie pour changer le monde. Donc de nombreux jeunes, en particulier, seraient prêts à venir à l'économie pour participer à cette opération, même si ça impose de se mettre les mains dans le cambouis, de faire beaucoup trop de réunions et de découvrir que les choses sont toujours plus compliquées qu'on ne le voudrait. Et donc l'étincelle de J-PAL, l'éclair de vision, s'il y en a eu une, c'était vraiment pour nous, pour Abhijit Banerjee, Sendhil Mullainathan, Rachel Lester, moi-même qui étais là tout au début, et puis de créer tout un mouvement pour libérer cette énergie qu'on trouve à tous les niveaux, à la fois chez les chercheurs et sur le terrain. Soutenir les chercheurs pour que conduire une expérience ne soit pas une entreprise insurmontable. Le fait que Monica puisse nous envoyer un email pour nous dire « est-ce qu'on peut vous soutenir ?» ça montre le succès de ce mouvement, qui est dû évidemment au staff incroyable de J-PAL, qui s'est construit au cours des années, sous le leadership de Rachel, puis de Iqbal, et évidemment de tout le monde, dans tous les bureaux. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité, un chercheur qui voudrait travailler avec des implémenteurs de terrain peut avoir du soutien pour trouver des financements, des équipes, la logistique de la recherche. En fait, c'est toute la plomberie de la recherche qui doit aussi être faite et qui est absolument messy, comme vous l'avez déjà découvert, je pense, dans votre lab, et vous le découvrirez encore davantage dans les mois à venir. Et qui demande énormément de travail, pas toujours glorifiant, mais qui doit être fait. Et la beauté de J-PAL, c'est d'avoir créé cette infrastructure. Deuxième axe, c'est de soutenir et de former les acteurs de terrain et le personnel de recherche pour pouvoir concevoir et participer à des expériences. Je crois que Cyril Nouveau, le dialogue entre Cyril et Bruno était très utile dans le sens où dire si les gens ne peuvent pas vraiment adhérer à ce programme, s'ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Et finalement, pour s'assurer que les leçons soient partagées avec les hommes et les femmes qui sont sur le terrain, avec aussi, bien sûr, les hommes et les femmes qui vivent dans ces situations de pauvreté. Et tout ça, évidemment, avec pour objectif final, pas d'écrire un papier lu par 50 personnes, comme disait Martin Hirsch, mais pour que les politiques, les interventions qui touchent à la vie des plus pauvres et dans le monde entier soient plus efficaces et résolvent réellement leurs problèmes. Et là, nous avons eu la chance de rencontrer Mohamed Jamil, donc il y a 20 ans aujourd'hui, évidemment, qui a financé nos débuts, mais surtout qui nous a posé la question, qui a fait basculer nos ambitions, qui était « Combien de gens vous pensez que vous pouvez toucher ?» On est reparti dans nos bureaux et on s'est dit « Combien de gens on peut toucher, en fait ?» Et on s'est dit bah, « Je ne sais pas, 100 millions !» Et donc on est revenu, on a dit « On pense qu'on peut toucher 100 millions !» Et en fait, c'était très important, ça. On ne s'en est pas forcément rendu compte à ce moment-là. Comme d'habitude, on n'a pas du tout la vision de ce qu'on fait quand on a le nez dans le guidon.
Mais 100 millions, c'était ça a remis les choses en place, c'est-à-dire quel est l'objectif à la fin. L'objectif à la fin, c'est les gens. L'objectif à la fin, c'est la vie des gens. Donc tout doit être mis en place pour aller vers cet objectif. Et le reste, c'est de la logistique, c'est de la plomberie, c'est du travail aussi de collaboration, c'est du travail de forger des amitiés, de forger des gens, de former des relations, mais avec ça, toujours dans le viseur. Donc ça a changé, je pense, la nature de ce que nous entreprenons. Nous y revenons toujours. Aujourd'hui, ce n'est pas 100 millions, mais c'est plutôt 1 milliard que nous avons en tête. Et ce mouvement d'expérience randomisée, ce mouvement qui inclut des acteurs de terrain, des personnes d'ONG, des activistes, des personnes dans la pauvreté, des chercheurs, un staff incroyable que vous avez vu là aujourd'hui avec leurs chemises noires, mais ce n'est pas leur day job ce qu'ils sont en train de faire là. Ils ont un day job beaucoup aussi qui est dans la lutte contre la pauvreté. Et animé par cette vision, et finalement dans toutes les difficultés auxquelles on revient, c'est à ça qu'on revient. En 1 minute, et je vais peut-être y revenir un petit peu quand je parlerai avec Rémi Rioux demain, quels sont les nouveaux défis et perspectives pour GIPAL? Donc là, je rate 20 ans complètement, dont Abhijit va nous parler. C'était le constat dont je vous ai fait. Maintenant, les nouveaux défis et perspectives. Il s'agit d'abord de rendre le mouvement plus large, plus équitable, plus représentatif. Pour le rendre plus large, comment former beaucoup plus de personnes dans le monde entier pour que ce soit possible, que ce soit des gens qui vont essaimer sur le terrain, ou des gens qui vont devenir chercheurs, ou des gens qu'on va trouver dans des organismes, ou des gens qu'on va trouver dans des gouvernements. En fait, il faut nous multiplier. Comment faire essaimer l'approche expérimentale au-delà du monde académique et des niches dans lesquelles on les trouve aujourd'hui, comme le FID, le DIV, DIME à la Banque mondiale, dont on va entendre parler demain, qui sont des organisations formidables, mais qui représentent une partie microscopique des budgets de ces institutions, qui pourraient, comment faire essaimer au-delà de ça, et surtout comment faire essaimer cet état d'esprit dans de nouveaux secteurs qui sont absolument essentiels aujourd'hui. Je pense à 2 en particulier. Les investissements privés, ce qu'on appelle ESG, Environmental Social Governance, qu'on peut aussi appeler parfois greenwashing ou social washing. Comment passer de ça à un vrai pragmatisme pour les investissements privés? Comment, et en particulier, comment changer leur approche et accepter que la notion d'impact corresponde à notre vision de ce qu'est l'impact, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait une vraie différence est-ce que ce projet fait une vraie différence dans la vie de qui que ce soit ou dans la protection de la planète, selon votre objectif? Et le deuxième, c'est évidemment la question qui préoccupe les membres du sommet de Paris aujourd'hui et demain, qui préoccupe beaucoup d'entre nous, c'est le climat, l'environnement, l'énergie, dans lequel, aujourd'hui, vous avez pu voir des discussions extrêmement sophistiquées aujourd'hui pour ce qui est de la France et de l'Europe sur les politiques sociales. Vous verrez les mêmes discussions extrêmement sophistiquées, intelligentes, honnêtes, pragmatiques, pour ce qui est la lutte contre la pauvreté à l'international demain. Dans le secteur du climat, on est encore un petit peu dans les balbutiements de qu'est-ce qui constitue, comment on sait que quelque chose est efficace, comment passer de rêve ou de pensée magique à une vraie action. Nous y travaillons évidemment avec GIPAL, mais je pense que c'est là où, en quelque sorte, le chemin qui a été parcouru, et dont vous êtes le témoin dans ces 2 jours aujourd'hui pour ce qui concerne les politiques sociales, doit être parcouru aujourd'hui pour les investissements privés et pour toutes les discussions sur le climat. Donc je vais en rester là, en revenant sur mes dentistes que j'aime bien aussi, comme Samuel, et vous souhaitant une excellente soirée, et vous retrouvant demain matin, tôt et frais, et il paraît qu'il fera beau, et donc je crois que nous commençons à 9h. Voilà. Merci beaucoup.